La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2020. Bonjour tout le monde, et particulièrement bonjour chers élèves. Avant de commencer le cours, habituellement, comme nous avons l'habitude de le faire, de lancer un message concernant la lutte contre cette pandémie du Covid-19. Nous allons profiter de cette plateforme offerte par Prépa Bac avec la République des valeurs pour vous inviter encore une fois de plus à respecter les gestes barrières. Bien vrai qu'il y a un certain nombre d'assouplissements des règles qui ont été pris par les autorités, mais ça ne doit pas nous induire à relâcher quand même un peu les gestes que nous avions observés jusque-là. Donc continuons à respecter les gestes barrières, à respecter les instructions des autorités administratives et sanitaires. Et nous espérons que d'ici le 2, Inch'Allah, la courbe va s'inverser concernant la propagation de cette maladie. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un cours, la décolonisation, cause et forme. Donc la décolonisation pour le programme d'histoire de la classe de terminale, la décolonisation est le chapitre 2, intitulé Décolonisation et émergence du tiers-monde. Et aujourd'hui, nous allons traiter la leçon numéro 4 du programme et la leçon numéro 5. Donc la leçon numéro 4 est relative aux causes de la décolonisation et la leçon numéro 5, c'est donc les formes de la décolonisation. Donc nous allons tour à tour expliquer ces deux leçons que nous avons choisies aujourd'hui. Mais avant de se faire, naturellement, il va falloir revenir un peu sur le concept de la décolonisation. C'est quoi la décolonisation? Donc, de manière assez simplifiée, la définition donnée, c'est le processus par lequel les pays qui étaient sous domination coloniale vont accéder à l'indépendance, vont accéder à la souveraineté internationale. Et comme nous l'avions dit concernant la guerre froide, donc la décolonisation va prendre ses racines après la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez que la Seconde Guerre mondiale va être le déclencheur quand même de beaucoup de changements au niveau mondial. Donc, ça va, comme nous l'avions expliqué la fois passée, changer l'ordre de grandeur au niveau du monde. L'Europe qui dominait jusque-là, les États-Unis et l'URSS vont émerger. Mais à partir également de 1945, on voit les pays qui étaient sous domination coloniale vont pouvoir profiter de l'affaiblissement des empires coloniaux pour réclamer leur indépendance. Et donc nous allons vous obtenir de cela. Donc on va mettre la décolonisation. Cause d'abord. Ensuite, la seconde partie, nous allons parler des formes. Donc, je vous le disais tantôt, le premier élément qui a favorisé le mouvement de décolonisation, c'est les transformations que nous avons observées après la Seconde Guerre mondiale. Donc, les principaux empires coloniaux, à savoir la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hollande, entre autres, donc ces pays européens qui dominaient l'Afrique et l'Asie, ces pays allaient être atteints de plein fouet par la Seconde Guerre mondiale, qui allait conduire à l'affaiblissement de ces différentes puissances. Et pour étudier ce phénomène de la décolonisation, généralement, on le caractérise par deux secteurs. Donc le premier, c'est les éléments internes qui ont favorisé la décolonisation. Donc les éléments internes qu'on appelle les facteurs, on va d'abord voir les facteurs de la décolonisation. Les facteurs. Quels sont les éléments qui ont milité en faveur de la décolonisation? Facteurs de la décolonisation. Donc, comme facteur de la décolonisation, d'abord, il y a les facteurs internes. Les facteurs internes.
de la décolonisation. Donc les facteurs internes de la décolonisation. Un des éléments fondamentaux de la décolonisation, c'est d'abord la colonisation était un système basé sur la domination, donc sur l'exploitation d'une autre nation. Donc ces facteurs internes, donc la contradiction. Voilà, donc ou bien on va mettre au lieu de contradiction, nous allons mettre les facteurs, les germes des contradictions. Donc, les germes de la colonisation, les germes de sa propre contradiction. De sa propre contradiction. Donc la colonisation portait en elle-même les airs de ses propres contradictions, parce que la colonisation était un système donc basé d'abord sur l'exploit, sur l'exploitation. Les puissances coloniales qui quittaient, donc les puissances coloniales qui s'installaient en Afrique et en Asie, donc venaient pour exploiter, parce que n'oubliez pas que la colonisation donc, est née du besoin de recherche de matières premières. Donc après le développement de la révolution industrielle et les besoins que cette révolution industrielle a créés, donc l'Europe avait besoin d'aller rechercher des matières premières dans les autres parties donc, là, du monde. Et c'est pour ça que lorsqu'ils sont installés en Afrique et en Asie, donc, le système était basé donc, sur l'exploit, sur l'exploitation. Donc l'exploitation aussi bien des ressources, mais aussi bien des ressources naturelles que des ressources humaines. Parce que ces ressources naturelles qu'ils avaient besoin en Afrique, ils prenaient la main-d'œuvre africaine ou bien asiatique pour donc, exploiter ce dont ils ont besoin. Donc l'exploitation, donc ce système était basé sur l'exploitation, ce système était basé sur l'accaparement des terres, mais surtout des bonnes terres, parce que lorsque les Européens donc, venaient en Afrique ou bien en Asie, ils prenaient les meilleures terres donc, pour instaurer donc, leur culture. Par exemple, en Afrique, avec la colonisation, ils ont introduit l'arachide au niveau du Sénégal, ils ont introduit l'éveilla au niveau du golfe de Guinée, le cacao au niveau de la Côte d'Ivoire, dans les parties asiatiques également. Donc, toutes les cultures tropicales qui ne pouvaient pas développer en Europe, donc ils ont colonisé des terres en Afrique et en Asie pour développer donc, ces cultures communes, donc ces cultures, comment dirais-je, ces cultures tropicales. Ensuite, il y a également le code de l'indigénat. Donc la colonisation avait donc instauré le code de l'indigénat. Si je prends le cas du Sénégal, on avait des habitants qui étaient dans des régimes différents. Donc soit on était habitant de Gorée, Dakar, Rufisque ou Saint-Louis. Donc ces gens bénéficiaient du statut donc, de citoyen français, mais tout le reste du Sénégal, les gens donc, étaient soumis au régime de l'indigénat. Dans les autres colonies françaises également, c'était le même régime donc, là, qui prévalait. Donc c'était le même régime donc, là, qui prévalait. Donc on avait également le travail forcé, je vous l'ai dit, le régime du travail forcé. La colonisation également donc, portait donc, tous ces germes, donc l'exploitation humaine et naturelle, l'accaparement des bonnes terres, la mise en place donc, là, du code de l'indigénat, donc l'imposition du travail forcé, etc. Donc il y a également un autre phénomène que l'expropriation. Ok. Et enfin, la politique.
de l'assimilation. Assimilation. La politique de l'assimilation. N'oubliez pas qu'un des objectifs de la colonisation était donc de venir civiliser, entre guillemets, donc, les populations de l'Afrique et d'Asie, parce que donc, pour eux, ces populations-là n'étaient pas entrées dans la civilisation. Donc il fallait venir imposer la civilisation. Et tous ces facteurs là, sont des facteurs qui vont conduire à des conflits. Ce sont des facteurs qui vont conduire à des conflits. Donc, vous voyez, c'est pour ça que nous parlons les herbes de sa propre contradiction. Donc, ce sont des herbes de conflit. Donc, la colonisation a mis en place parce que c'était un système qui était basé sur l'exploitation, c'était un système qui était basé sur l'injustice. Un système qui était basé sur l'exploitation, un système qui était basé sur l'injustice, parce que je vous l'ai dit, on s'est accaparé des terres, on a mis le code de l'indigénat, on a imposé un travail forcé, une politique de l'assimilation et une économie extravertie. Voilà. Donc, lorsque la colonisation est venue en Afrique, ils ont trouvé une économie basée, donc surtout une agriculture qui était basée sur une agriculture vivrière. Donc, maintenant, avec l'accaparement des terres, donc ils ont fait changer ces populations qui pratiquaient une agriculture vivrière, donc ils ont maintenant imposé une agriculture commerciale. Donc petit à petit, la culture de l'arachide va remplacer la culture du mil au Sénégal. Donc l'igname et autres va être remplacé dans le golfe de Guinée par le cacao, par le cacao, par l'éveilla, qui étaient donc là des plantes dont les Africains n'avaient pas besoin. Donc c'est les Européens qui avaient plus de bénéfices qu'on cultive, l'arachide, qu'on cultive l'éveilla ou bien qu'on cultive le cacao, parce que ça servait leur industrie. Et on va voir que l'économie africaine va être déstructurée. Et jusqu'à aujourd'hui même, nous avons des économies qui sont déstructurées. Donc nous avons des paysans qui vont cultiver l'arachide, vendre l'arachide pour aller payer le riz encore beaucoup plus cher. Et tout cela, ça a été donc là une déstabilisation du système colonial. Et ce qui fait que ces différents éléments vont faire que les populations vont rejeter ce système colonial. Donc toujours dans le chapitre des facteurs internes de la décolonisation, on peut citer également l'émergence. Donc on peut citer l'essor du nationalisme. L'essor du nationalisme. Donc le nationalisme, c'est un mouvement. Donc ce sont des mouvements qui luttent pour l'indépendance de leur terroir. Et ce nationalisme a épousé plusieurs formes. D'abord, il y a eu le nationalisme incarné par les syndicats. Donc, ce nationalisme incarné par les syndicats, donc on peut citer la CGT, section Afrique, CGT, Confédération Générale des Travailleurs, UJ-TAN, Union Générale des Travailleurs de l'Afrique Noire. Vous voyez, ces mouvements syndicaux vont se lancer naturellement dans la lutte également pour l'indépendance. En tout cas, dans la revendication d'accès de plus de droits. Par exemple, on peut citer dans le cadre de Thiès, le mouvement d'Ibrahima Sarr, dont un des quartiers de Thiès porte son nom, qui était un des leaders du mouvement syndical à la grève des travailleurs du Dakar Niger, qui réclamait une égalité de salaire par rapport aux colons. Vous voyez, ça a été un des mouvements précurseurs de la décolonisation. Mais un des leaders des syndicats le plus célèbre, c'est Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, qui sera le premier président de la Guinée, Conakry. Donc, en plus des mouvements
il y a également donc, ce qu'on appelle les élites intellectuelles. Donc les élites intellectuelles, ce sont les gens des populations colonisées qui ont pu fréquenter l'école coloniale. Et avec la fréquentation donc, là, de l'école coloniale, donc ils ont pu acquérir un certain nombre de savoirs, un certain nombre de droits donc, de ces colons pour pouvoir plus tard réclamer donc, là, ces mouvements donc, là, pour pouvoir réclamer l'indépendance. Parmi ces élites, donc, on peut citer Senghor, on peut citer Nehru, Senghor du Sénégal, Nehru donc de l'Inde. On peut citer également Ferhat Abbas de l'Algérie. Okay. On peut citer Kwame Nkrumah, etc. Donc c'était donc là des élites intellectuelles, donc, ou bien certains même parlent donc là des élites européanisées, hein, donc, ou bien des élites européanisées. Les élites européanisées. Européanisées comme Gandhi, le Mahatma Gandhi, ou bien Habib Bourguiba, donc de la Tunisie, le Mahatma Gandhi, donc là de l'Inde. Donc vous voyez, ces mouvements nationalistes donc, qui étaient dirigés par des syndicalistes ou bien des intellectuels qui ont eu à faire de grandes études dans les écoles occidentales, ont pu propulser donc, le mouvement donc, de la décolonisation, Mais il n'y a pas que ces groupes. On peut également parler de groupes donc là, des intellectuels, de groupes autant des étudiants, des groupes étudiants, donc, comme la Grande Fédération des étudiants de l'Afrique noire. Donc ces groupes des étudiants, on peut citer Amadou Mahtar Mbow, qui était le secrétaire général de l'UNESCO, mais qui a eu également à diriger donc, plus récemment la Commission nationale de réforme des institutions au niveau du Sénégal, et tant d'autres, qui est une personne très active, qui est toujours en vie. Bon, on prie pour lui, pour qu'il ait une longue vie encore. Plus, il y a eu également donc, ce qu'on appelle les anciens combattants. Les anciens combattants. Donc les anciens combattants qui sont revenus des théâtres d'opération de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été donc en Europe, qui ont pu côtoyer donc l'homme blanc, et donc ce contact avec l'homme blanc a favorisé, a démystifié donc le blanc. Donc vous voyez, donc les facteurs internes, donc il y a tous ces éléments qui ont donc milité en faveur donc du mouvement de la décolonisation. Je dis d'abord, la colonisation portait en elle-même les herbes de sa propre contradiction, donc les herbes de son éclatement, parce qu'elle était basée sur l'exploitation, elle était basée sur l'accaparement des terres donc fertiles, elle était basée également sur le code de l'indigénat qui donc mettait en place un régime de citoyens différents, certains qui avaient des droits, d'autres qui n'en avaient pas, donc un travail forcé, les gens on les imposait à travailler, et alors que bon, on ne garantissait pas le minimum de droits, qui est basé sur une politique d'assimilation, essayer de transformer les populations donc là, colonisées, donc la mentalité des populations colonisées, et d'essayer de les civiliser entre guillemets, et une politique, donc une économie extravertie, une économie donc, qui était basée surtout sur l'intérêt des pays donc, colonisateurs, donc là, des populations colonisées. Donc ça, c'est donc le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est l'essor du nationalisme. Donc ce nationalisme est porté donc, par les syndicats, donc CGT, UGTAN, entre autres. Donc c'est porté également par les intellectuels, donc qui ont eu à fréquenter donc, là, les grandes études. Senghor était un agrégé de grammaire, Kwame Nkrumah était, on va dire, Gandhi était un avocat, etc.
donc qui a été également ce mouvement toujours de l'intérêt qui a été porté par les étudiants, donc comme Amadou Mahtanbao qui a eu à donc, fréquenter donc, les mouvements étudiants. Donc également pour les mouvements donc, intellectuels, j'aurais dû ajouter, je peux dire, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop également. Cheikh Anta Diop. Donc avec les grands intellectuels et naturellement donc les anciens combattants qui ont eu également à porter donc la prise de conscience des populations colonisées pour combattre donc pour combattre la colonisation qui était jugée comme étant un phénomène injuste. Donc ça ce sont les facteurs internes, Donc il y a également les facteurs externes. Les facteurs externes. Les facteurs externes, comprenez par facteurs externes les facteurs externes qui ont contribué à la décolonisation. Donc des facteurs qui ont aidé les populations à aller vers la décolonisation. Et parmi ces facteurs internes, naturellement, il y a la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. Donc la Seconde Guerre mondiale a bouleversé donc la marche du monde. La Seconde Guerre mondiale a contribué à, comment dirais-je, la disparition des empires coloniaux. La France, les principaux empires coloniaux étaient la France, l'Angleterre, la Belgique, le Portugal et la Hollande, l'Allemagne. Donc l'Allemagne n'était plus un empire colonial après la Seconde Guerre mondiale, parce que l'Allemagne avait perdu ses colonies après la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles. Donc on a exproprié donc, les colonies allemandes qu'on a redistribuées à la France et à l'Angleterre. Donc ces anciennes colonies allemandes, c'était naturellement le Togo qui a été attribué à la France, c'était le Cameroun qu'on a partagé entre la France et l'Angleterre, mais c'est également donc, la Tanzanie. Donc ces colonies ont été redistribuées donc, à la France et à l'Angleterre après le règlement du traité de Versailles de 1919. Donc quand on va parler des principaux empires coloniaux, donc on ne va pas y intégrer l'Allemagne. Ce sera surtout la France, l'Angleterre et le Portugal qui sont les principaux possesseurs de colonies, mais il y aura également la Belgique. Vous voyez? Donc la Seconde Guerre mondiale donc, va ruiner les empires coloniaux, donc ruine ou bien perte des empires coloniaux, disparition des empires coloniaux. On va procéder à la disparition des empires coloniaux. Belgique, Portugal. Donc, disparition des empires coloniaux. Donc, vous voyez que la Seconde Guerre mondiale a été des moments importants pour aller vers la décolonisation. La Seconde Guerre mondiale aussi a favorisé l'émergence de deux super grands anticolonialisme des deux grands. L'anticolonialisme des deux grands. Entendez par les deux grands, c'est les États-Unis et l'URSS. La fois passée, je vous ai dit qu'après la Seconde Guerre mondiale, les deux puissances donc, qui étaient sorties vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'était les États-Unis et l'URSS. Donc c'est eux qui dominaient le monde à partir de 1940-45. Et on a vu que c'est aussi bien les États-Unis que l'URSS, donc toutes les deux puissances qui ont émergé après la Seconde Guerre mondiale, étaient contre la colonisation. Donc ils étaient favorables à la décolonisation. Et pourquoi donc ces deux puissances, les États-Unis et l'URSS étaient contre la colonisation? Mais ils l'ont été pour des raisons diverses. D'abord, pour les États-Unis, du point de vue historique, les États-Unis étaient une ancienne colonie
Les États-Unis, c'est une ancienne colonie. Les États-Unis, c'est une ancienne colonie britannique. Une ancienne colonie. Donc, ils n'ont pris leur indépendance à la guerre d'indépendance dirigée par George Washington en 1776. Donc, les États-Unis, en tant qu'ancienne colonie, donc, ils étaient toute forme de colonie, donc toute forme de colonisation. Ça, c'est une des raisons avancées. Mais la principale raison qui fait que les États-Unis étaient contre la colonisation, ce n'était pas pour des raisons historiques, pour des considérations historiques ou bien pour des considérations sentimentales, mais c'était surtout pour des considérations économiques. La deuxième est pour des considérations économiques. Donc, ancienne colonie, donc pour des considérations historiques, ensuite, considérations économiques. Pour des considérations économiques, parce que les pays colonisés qui étaient sous le joug des puissances coloniales, ces pays, les puissances coloniales, la France, l'Angleterre ou la Belgique, continuaient à avoir une prédominance donc, sur le marché de ces pays. Alors qu'au sortir de la guerre, ils ne sont plus puissants. C'est les États-Unis qui les a remplacés sur le point de vue de la puissance. Donc, pour l'accaparement des marchés donc, de ces pays qui étaient sous domination britannique, française, belge ou portugaise, donc ils vont militer en faveur d'une indépendance pour avoir accès à ces marchés-là. Donc vous voyez, c'est pour des considérations également stratégiques que les États-Unis vont demander l'indépendance de ces pays. Mais il y a une autre considération. Donc c'est pour des considérations stratégiques. Les considérations stratégiques. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le déclenchement de la guerre froide. Donc, pour que certains pays ne tombent pas dans l'escarcelle, pour que certains pays ne tombent pas dans l'escarcelle soviétique, donc il fallait aider ces pays à accéder à l'indépendance. Donc, ce que les États-Unis ont fait pour certains pays. Mais pour d'autres pays qui étaient dont l'indépendance pouvait les conduire à rallier au bloc soviétique, les États-Unis étaient contre l'indépendance de ces pays. On peut citer le cas du Vietnam, où ils ont eu à faire la guerre pour que ce Vietnam du Nord ne tombe, le Vietnam du Sud ne tombe pas dans le scarcelle du communisme, parce que le Vietnam du Nord était déjà communiste avec Ho Chi Minh. C'est dans ce même cas également, c'est le cas de la Corée. Donc, pour le cas de la Corée également, donc, ils vont empêcher pour que une partie de la Corée ne tombe pas dans le giron soviétique. Vous voyez, donc, l'anticolonialisme des États-Unis est parfois ambigu. Ils ont été anticolonialistes dans les zones ou bien dans les pays où la guerre froide pouvait leur être favorable, mais dans les pays où ça ne pouvait pas leur être favorable, parfois ils étaient contre l'accession à l'indépendance. Donc vous voyez, les États-Unis avaient des considérations différentes, des considérations historiques, parce que c'était une ancienne colonie. Ils avaient des considérations économiques, ils avaient également des considérations stratégiques. Donc voilà les trois raisons pour lesquelles les États-Unis étaient anticolonialistes. Et je dis bien, parfois il faut nuancer, parce que dans certains cas, ils étaient contre l'accession à l'indépendance de certains pays, comme le cas du Vietnam. Pour l'URSS, l'URSS était contre la colonisation, parce que l'URSS est une puissance communiste. Et pour l'essentiel, le communisme est inspiré de la doctrine de Karl Marx. Donc c'est pour ça qu'on parle de communisme, mais on peut parler de marxisme. De Karl Marx, léninisme. De marxisme-léninisme. Pourquoi léninisme? Parce que Lénine va être le premier à appliquer les aspirations politiques de Karl Marx avec la révolution bolchevique de 1917 en URSS. Donc, le communisme basé ou bien s'inspirant des idées de Karl Marx était contre toute forme
de domination de l'homme par l'homme. Donc le communisme est contre toute idée de domination de l'homme par l'homme. Toute idée de domination de l'homme par l'homme. Et je vous ai dit ici, la colonisation était un système basé sur l'exploitation. Donc c'était une exploitation donc là, de l'homme par l'homme. C'était donc là un régime qui était injuste. Et le but du communisme, c'était de combattre l'injustice. L'injustice, c'était pour aller vers des sociétés égalitaires. Donc vous voyez ici, la démarche donc là, des colons et la vision philosophique du communisme était donc là deux visions qui étaient opposées. Et Lénine dira, Lénine, qui est le fondateur donc là, de l'URSS, Lénine dira que le colonialisme, le colonialisme est le stade suprême, du capitalisme. Le colonialisme est le stade suprême du capitalisme. Donc si on combat si on combat le colonialisme, on combat le capitalisme. Et vous savez que le communisme était donc là pratiquement la doctrine opposée donc là, du capitalisme. Donc, vous voyez, ici donc, l'anticolonialisme de l'URSS est, nous pouvons dire, est pour des raisons idéologiques. Donc l'URSS est contre la colonisation pour des raisons idéologiques. Parce que, donc, pour les dirigeants de l'URSS, comme Lénine, combattre le colonialisme, c'est combattre le capitalisme. Et donc, le stade roumain, le but ultime donc là, du communisme, c'était de combattre le capitalisme. Donc, ce n'est pas la peine de revenir sur ces aspects. La fois passée, donc, concernant le cours sur la guerre froide, nous avons longuement expliqué sur ces aspects-là. Donc, vous voyez, ici, l'anticolonialisme des deux grands s'explique pour des raisons différentes. Les États-Unis, c'est pour des considérations historiques, économiques et stratégiques. Pour l'URSS, c'est pour des considérations idéologiques, surtout pour des considérations idéologiques, parce que l'URSS était donc contre toute forme de domination, en tout cas l'idéologie, le communisme était contre toute forme de domination de l'homme par l'homme. Et on va voir, dans le cadre de la guerre froide, ils vont même appuyer certaines puissances pour accéder à l'indépendance. C'est le cas donc là du Vietnam, nous allons y revenir, avec Ho Chi Minh. Ils vont appuyer le Viet Minh, donc qui est l'armée de Ho Chi Minh. Nous allons y revenir. Ils vont appuyer le Viet Minh de Ho Chi Minh, qui est donc là, qui était d'obédience communiste. Donc vous voyez, ils vont appuyer également d'autres mouvements comme en Angola, etc. Donc pour que ces pays-là accèdent à l'indépendance. Donc donc des éléments du facteur interne, c'est la Seconde Guerre mondiale qui va affaiblir donc, les empires coloniaux. Deuxième aspect, c'est l'anticolonialisme des deux super grands. Le troisième aspect, c'est le rôle de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, créée en 1945. L'ONU aura en son sein un organe, le Conseil de tutelle. Le Conseil de tutelle, qui est un organe de l'ONU, donc va aider les pays qui étaient encore sous domination. Donc ce conseil va les aider à accéder à l'indépendance. Donc vous voyez, ce conseil de tutelle, son rôle sera exclusivement d'aider les pays à accéder donc, à l'indépendance. Et ce conseil de tutelle, naturellement, donc, sera à l'origine de certains pays, donc sera à l'origine de l'indépendance de certains pays dont je peux citer, comme le Liban, la Syrie, en 1947,
ces pays, donc, grâce au rôle du Conseil de tutelle, donc, ils vont accéder à l'indépendance en 1947. Mais ce Conseil de tutelle également sera à l'origine du partage de la Palestine. Partage de la Palestine. Le partage de la Palestine en 1948. Mais donc il y aura moins de succès avec ce partage de la Palestine. Parce que aujourd'hui, un des problèmes les plus sérieux dont les Nations Unies sont confrontées, ou bien même le monde est confronté, c'est le problème palestinien, ou on appelle même la question palestinienne. Peut-être la prochaine fois, si nous passons, on va essayer d'aborder ça. Donc ce partage de la Palestine et la création, parce que c'est le partage de la Palestine qui aboutit à la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël. Israël. Donc c'est un cours spécifique, hein, c'est la leçon numéro 7, donc là du programme d'histoire de la classe de terminale, parce que ce partage de la Palestine donc, sera contesté par les Arabes. Donc, parce que l'ONU, à travers sa résolution 181, la résolution 181 de l'ONU, donc l'ONU va procéder au partage de la Palestine entre les Juifs et les Arabes. Donc, pour les Arabes vont contester ce plan de partage. C'était donc là, ce plan de partage. Peut-être je vais l'évoquer brièvement parce que la prochaine fois, si on fait court, on va y revenir. Donc, les Juifs donc, avaient les 53%, les 57% autant pour moi du territoire, et les Arabes devraient avoir 43% du territoire, donc là de la Palestine. C'est pas là. Et vous voyez que les Arabes vont contester la résolution 181 qui va aboutir à des guerres israélo-arabes 1948, 1956, 1967, 1973, etc. Donc la prochaine fois, si on revient faire court, on va revenir sur la question palestinienne. Donc vous voyez le rôle de l'ONU. L'ONU a joué un rôle qui permettait donc à certains pays qui étaient encore sous domination à accéder à l'indépendance. Parce qu'un des principes de l'ONU, c'était donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tous les peuples avaient le droit de disposer d'eux-mêmes et de choisir leur propre mode de gouvernement. Donc ça a été donc depuis la charte de l'Atlantique de 1941. Donc vous voyez, donc A, B, C, ensuite, donc 4, on a, comment dirais-je, les mouvements du tiers-monde. Ok. Donc ces mouvements du tiers-monde également vont militer en faveur de l'indépendance des pays qui étaient encore sous domination. Et donc ces mouvements du tiers-monde, c'est surtout, comment dire, à la conférence de Bandung, en Indonésie, en 1955. Donc la conférence de Bandung qui va regrouper des pays nouvellement indépendants, comme l'Inde, qui était devenue indépendante en 1947, comme l'Indonésie, qui était devenue indépendante en 1945, comment dire, la Yougoslavie du maréchal Tito, comment dire, l'Égypte de Nasser et le Ghana donc, comme invité. Donc ces pays qui sont regroupés donc, vont dénoncer le colonialisme, et ils vont également faire une déclaration en faveur donc, des pays qui étaient sous domination, bon, pour aider, une déclaration pour aider les pays qui étaient encore sous domination. Donc ça, c'est la conférence de Bandung de 1955. En plus de cette conférence de Bandung de 1955, il y a eu également la création de la Ligue arabe. La Ligue arabe en 1945. La Ligue arabe qui regroupait donc là un certain nombre de pays arabes comme l'Égypte, Arabie Saoudite,
l'Irak, la Jordanie, le Yémen du Nord, c'est le Yémen du Nord, la Jordanie, Syrie et Liban. Donc la Ligue arabe va donc lancer un appel pour l'indépendance de tous ses membres. Donc vous voyez, aussi bien donc, les mouvements du tiers-monde également vont se lancer donc, à la lutte contre la colonisation. Donc vous voyez, c'est ces différents facteurs, aussi bien internes qu'externes, qui vont maintenant pousser les nations qui avaient des empires coloniaux en Afrique à l'assaillir de l'Est. Parce que le contexte de l'après-guerre mondiale, l'après-seconde guerre mondiale, n'était plus favorable à donc, la domination ou bien à l'accaparement des colonies comme ça se faisait auparavant. Si on récapitule bien, donc on peut dire que concernant les causes de la décolonisation, on peut retenir deux types de facteurs, les facteurs internes, les facteurs dits internes. Donc les facteurs internes, c'est d'abord les contradictions du colonialisme. Donc parmi les contradictions du colonialisme, on peut noter l'exploitation, un système basé sur l'exploitation, un système basé sur l'accaparement des terres fertiles, des terres qui étaient les plus fertiles. J'ai donné l'exemple du Sénégal avec l'imposition, l'accaparement de certaines terres, le cas de l'Algérie, ou bien le cas donc, de la Côte d'Ivoire. La mise en place du code de l'indigénat, par exemple au Sénégal, on avait des populations qui avaient deux régimes. Soit on était de Dakar, Gorée, Rufisque ou Saint-Louis, on était un citoyen, c'est-à-dire une personne qui jouissait d'un certain nombre de droits. Mais si on était né dans les autres parties du Sénégal, que les colonisateurs même appelaient le Sénégal inutile, donc ces personnes étaient soumises au code de l'indigénat et au travail forcé. Donc dans certaines localités, donc, ils vont, surtout dans les colonies françaises et les colonies portugaises, donc ils vont appliquer la politique de l'assimilation. Ça c'est la France qui l'applique. La France et le Portugal appliquent la politique de l'assimilation, c'est-à-dire faire des populations colonisées, des noirs, donc, des blancs à la peau noire, hein, donc de penser comme des blancs, d'agir comme des blancs tout en étant des noirs. Et quand on regarde quand même nos populations, on voit qu'il y a toujours des séquelles donc là, de cette assimilation. Hein. Bon, les femmes essaient de plus en plus de ressembler à des blancs en mettant des cheveux naturels ou autres, ou bien en se dépigmentant pour se ressembler beaucoup plus aux maîtres blancs, ou bien voilà, dans la pensée collective, quand quelqu'un fait le bien ou bien quand quelqu'un aime donc le bien, on dit que le toubabé, etc. Donc tout ça, c'est les séquelles donc là, de l'assimilation. Ensuite, j'ai parlé d'une économie extravertie. Donc, la colonisation, lorsqu'elle était venue sur place, elle avait trouvé donc, une exploitation donc, qui était basée sur une agriculture. Donc, une exploitation qui était basée sur une agriculture vivrière. Mais ils vont introduire des plantes commerciales comme l'arachide au niveau du Sénégal, comme le coton au niveau du Burkina, du Mali, comme l'éveilla au niveau du Bénin et tout le golfe de Guinée, mais également le cacao donc, en Côte d'Ivoire. Et ces plantes commerciales vont de plus en plus supplanter aux cultures vivrières et rendre les populations dépendantes. Et aujourd'hui, on voit que nos modes de consommation alimentaire sont tout extravertis. Donc, nos paysans vendent le mil, vendent l'arachide pour aller payer du riz qui est donc là, parfois, qui est importé des anciennes colonies françaises d'Asie comme le Siam ou autres. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est une économie qui est extravertie. Et tout ceci faisait que la colonisation ne pouvait pas avoir donc longue vie. La colonisation devait être combattue parce qu'elle portait en elle-même donc là les germes de son propre éclatement, parce que tout système basé sur l'injustice donc est un système à
combattre. C'est pour ça que lorsque les populations sous domination coloniale ont senti l'affaiblissement de la colonisation, donc ils ont profité de cet affaiblissement pour réclamer l'indépendance. Sous l'impulsion des mouvements syndicaux que j'ai cités tantôt, le CGT Lusitan, est un des personnages de ces mouvements syndicaux, c'est Sékou Touré, qui est devenu président de la Guinée. J'ai cité tantôt, comme nous sommes à Thiès, Ibrahima Sarr, qui a dirigé la grève du Dakar Niger, dont un quartier de Thiès même porte son nom, la cité ouvrière. Les élites intellectuelles, comme Senghor, Ferhat Abbas, Nehru, donc ces élites intellectuelles qui ont fréquenté l'école occidentale, qui ont eu à acquérir un niveau d'études assez important, ils ont porté en eux la revendication de leur peuple. C'est ça qu'on appelle l'essor du nationalisme. Il y a eu également des mouvements étudiants qui n'ont pas été en reste, parce qu'on sait que de tout le temps, les étudiants sont au centre de la contestation, parce que c'est la jeunesse, c'est la fougue de la jeunesse qui entraîne un peu les étudiants à aller réclamer certain nombre de droits. Nous avons évoqué tantôt le rôle des anciens combattants. Iba Der Thiam en a beaucoup parlé dans un de ses textes, que le fait que les combattants des populations colonisées aient pu côtoyer des Blancs dans les tranchées de la Seconde Guerre mondiale a pu démystifier un certain nombre de mythes construits. Parce qu'avec la colonisation, certaines populations, surtout noires, pensaient que le blanc était invincible. Le blanc, c'était, entre guillemets, je peux utiliser un mot, était un dîner. Parce que dans tous les mouvements de colonisation, les blancs ont pu vaincre. Et dans certaines zones, même pour attirer la malédiction, on allait donner certaines terres qui étaient considérées comme des terres maudites, on les donnait aux blancs pour espérer quand même pour que nous dormions ou autre. Mais donc on a vu qu'à chaque fois qu'ils sortaient grandis, et dans la pensée collective même sénégalaise, Wolof, on dit que tout va bien. Donc parce que c'était l'idée qu'on s'était construit, donc c'était ce mythe. Mais en réalité, lorsque les gens ont combattu à côté de ces Toubab, la première et la seconde guerre mondiale, on s'est rendu compte le Toubab Guinée, Toubab Nitle. Donc c'est des gens qui sont là, en chair et en os, qui peuvent avoir des sentiments, qui peuvent avoir des émotions, qui peuvent pleurer, qui peuvent avoir peur, etc. Et ceci a contribué à les démystifier davantage. Donc vous voyez, c'est pour ça que la participation à la Seconde Guerre mondiale était extrêmement importante. Donc ça, ce sont les facteurs internes. Et comme facteur externe, nous avons dit que la Seconde Guerre mondiale a ruiné les empires coloniaux. Donc la puissance que la France, l'Angleterre et autres avaient, du fait qu'ils ont été un théâtre d'opération lors de la Seconde Guerre mondiale, a contribué à les ruiner, à les rendre même dépendants, vis-à-vis des États-Unis surtout. Et cet affaiblissement va faire qu'ils allaient perdre la mainmise sur leurs colonies d'Afrique et d'Asie. L'autre élément, c'est l'anticolonialisme des deux supergrands. Nous avons dit que les États-Unis et l'URSS, qui étaient sortis vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, eux deux étaient contre la colonisation pour des raisons différentes. Pour les États-Unis, ils sont contre la colonisation pour des raisons historiques. D'abord, je vous l'ai dit que les États-Unis ont été une colonie britannique et ils n'ont pris leur indépendance qu'à la guerre d'indépendance de 1776 dirigée par George Washington. Ensuite, pour des considérations économiques également, les États-Unis étaient contre la colonisation parce que pour eux, les puissances là qui se sont affaiblies, les puissances coloniales, les puissances coloniales, les empires coloniaux qui se sont affaiblis, à savoir la France, l'Angleterre, devaient libérer les territoires pour leur permettre, eux, les États-Unis, d'avoir accès à ces marchés de consommateurs, mais également à ces marchés de matières premières pour leur industrie. Et l'autre élément,
nous étions dans un contexte de guerre froide, donc pour des raisons stratégiques, donc ils vont vouloir que certains pays également puissent accéder à l'indépendance afin qu'ils ne tombent pas dans le giron donc soviétique. Mais je vous ai dit également, il faut parfois nuancer l'anticolonialisme des États-Unis parce que dans certains cas, ils ont été contre l'accession à l'indépendance de certains pays dont ils pensaient qu'ils pouvaient relier le bloc soviétique parce que ce contexte donc, de la décolonisation est lié au contexte également donc, de la guerre froide. Ce qui fait qu'au Vietnam, par exemple, lorsque ce pays a voulu accéder à l'indépendance, les États-Unis ont envoyé des soldats pour envahir pour que ce pays ne puisse pas accéder à l'indépendance parce qu'ils n'avaient pas voulu que ce pays tombe dans le bloc soviétique. Donc c'est pour ça qu'il faut nuancer l'anticolonialisme des États-Unis par endroit. Pour l'URSS, l'anticolonialisme de l'URSS était donc lié à des raisons stratégiques, ou bien, autant pour moi, à des raisons idéologiques. L'anticolonialisme russe est lié à des raisons idéologiques. Parce que l'URSS était un régime communiste. Et le régime communiste est d'inspiration marxiste-léniniste. Et pour Karl Marx, donc il faut combattre la domination de l'homme par l'homme. Alors que je vous ai dit que la colonisation est un système basé sur l'exploitation, sur la domination de l'homme. Donc il fallait combattre donc, la colonisation. Combattre la colonisation était pour Lénine combattre le capitalisme. Parce que pour Lénine, le colonialisme est le stade suprême du capitalisme. Combattre la colonisation, c'est combattre le capitalisme. Et le combat du communisme, c'était surtout contre les capitalistes. Donc vous voyez, c'était pour des raisons idéologiques. Et enfin, donc, pour cet aspect, on a le rôle donc, de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, créée à la conférence de San Francisco en 1945, donc avait donc, pour rôle, une de ses missions était d'aider les pays qui étaient encore sous domination à accéder à l'indépendance. C'est pour ça qu'ils ont mis en place le Conseil de tutelle. Je vous ai dit, ce Conseil de tutelle a aidé certains pays comme le Liban et la Syrie à accéder à l'indépendance en 1947, mais toujours donc l'ONU, toujours cette Nations Unies, a procédé au partage de la Palestine et la création de l'État d'Israël. Je vous ai dit, pour ce cas précis, il n'y en a pas assez de succès, parce que c'est le partage de la Palestine et la naissance de l'État d'Israël est aujourd'hui un des problèmes les plus insolubles. Donc depuis 1948, on parle de la question palestinienne. Et au lieu de s'approcher d'une solution, on s'éloigne de plus en plus de la solution. Et pourquoi? Parce que ce partage de l'ONU, à travers la résolution 181, était fait tel que les Juifs devraient avoir 57% du territoire et les Arabes 43% du territoire. Et donc les Arabes étaient beaucoup plus nombreux que les Juifs. Les Arabes ont contesté ce partage qui a conduit à des guerres en 1948, 1956, 1967, 1973. Donc pour cette question, nous allons y revenir plus tard. Et l'émergence des mouvements de tiers-monde. Les mouvements de tiers-monde, c'est la conférence de Bandung et naturellement la Ligue arabe. Donc vous voyez ces facteurs internes et externes qui vont contribuer au mouvement de décolonisation. Et ce mouvement de décolonisation va épouser des formes différentes. Donc nous allons à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est celle liée aux formes de décolonisation. Donc on a cause et forme. Donc les causes, il y a les causes internes ou bien les facteurs internes et les facteurs externes. Mais maintenant, on va voir les formes. Les formes de décolonisation. Donc, pour les formes de décolonisation, on a l'habitude de les scinder en deux. Donc, les formes, c'est forme pacifique
forme pacifique, on va mettre ça singulier, la forme pacifique et la forme violente. Donc pour la décolonisation, donc on le résume, donc forme pacifique et forme violente. Maintenant, c'est quoi la décolonisation pacifique? Donc, sémantiquement, on dit que la décolonisation est dite pacifique si l'indépendance est acquise donc sans une lutte armée ouverte entre la puissance coloniale et la colonie. Donc absence, elle est pacifique, absence de conflit. Absence de conflit, de guerre, d'indépendance, absence de conflit. Donc la forme est violente quand il y a conflit. Voilà. Donc absence de conflit, c'est la forme pacifique, et la forme violente, c'est donc le conflit. Mais forme pacifique, je dis souvent qu'il ne faut pas confondre forme pacifique et forme passive. Parce que la forme pacifique est parfois teintée donc là, de certains mouvements de violence. Parce qu'il y a parfois il y a des révoltes, il y a des grèves, il y a des boycotts, etc. Donc elle est dynamique. Donc, elle n'est pas passive. Pacifique est différente de passive. La forme de pacifique, elle est différente de la forme passive. Et pour la forme pacifique, il y a un certain nombre de conditionnalités. La décolonisation, la forme pacifique. Donc pour la forme pacifique, c'est donc lié à un certain nombre de facteurs. Donc un des facteurs les plus importants, ou bien les plus déterminants de la forme pacifique, c'est l'attitude donc de la puissance coloniale, attitude de la puissance coloniale. L'attitude de la puissance coloniale. Donc on savait que le monde après la Seconde Guerre mondiale n'allait pas être dirigé donc, de la même manière. Les pays, les empires coloniaux, la France, l'Angleterre, la Belgique, ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas continuer à diriger leurs colonies comme ils le faisaient avant la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément il devrait y avoir des changements. Mais maintenant dans certains cas, donc ces puissances coloniales ont eu à avoir une attitude donc qui évitait donc là les conflits. Donc attitude, donc cette attitude, la principale l'attitude, c'est l'anticipation. Bon, on savait que l'indépendance était inéluctable. De toute façon, le pays allait être indépendant. Mais maintenant, comment? Donc il fallait anticiper sur ces mouvements. Donc l'autre élément, c'est également l'attitude des populations colonisées. L'attitude des populations colonisées. Des populations colonisées. L'attitude des populations colonisées. Donc les populations colonisées, ce qui était, donc certains de leurs élites qui étaient ouverts au dialogue, comme par exemple le cas donc, du Sénégal, avec Senghor qui était ouvert au dialogue, avec le Ghana, Kwame Nkrumah qui était ouvert au dialogue, Gandhi qui était contre toute forme de violence. Donc vous voyez, l'attitude également des populations colonisées était également très importante. Il y a un autre élément, okay, le poids de la colonie. Le poids de la colonie. Bon, il y a certaines colonies dont les puissances n'avaient pas un intérêt donc grandiose, donc n'avaient pas un intérêt grandiose, ou bien ils pouvaient récupérer donc là ailleurs. Et donc toutes ces attitudes vont expliquer naturellement donc la décolonisation pacifique. Donc ainsi, l'Angleterre ou bien la Grande-Bretagne va accorder donc le self-government. La Grande-Bretagne va
de self-government à certaines de ces colonies, comme l'Inde, dès 1947, l'Inde va devenir indépendante, comme la Gold Coast. En 1957, etc. Donc, la Grande-Bretagne va accorder le self-government. Donc, vous voyez, parce que c'est une attitude d'anticipation. Donc, vous voyez, dès 1947, donc c'est-à-dire 2 ans après la Seconde Guerre mondiale, donc l'Inde accède à l'indépendance. Donc, vous voyez, la puissance coloniale ne s'est pas entêtée à rester. Ils n'ont pas voulu rester coûte que coûte, parce qu'ils savaient que l'indépendance était inéluctable. Tôt ou tard, ils vont partir, autant qu'ils partent tôt. Ok, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont anticipé donc, sur certains aspects. Et l'attitude également des colonisés, donc le mouvement nationaliste indien, par exemple, comme Gandhi, dirigé par Gandhi et Nehru, ils étaient contre les formes de violence, mais ils optaient pour une négociation. Et même pour contester la présence britannique, ils avaient opté donc, pour le boycott, pour d'autres formes qui étaient donc, non violentes. Donc vous voyez, l'attitude des populations colonisées, elle est aussi déterminante donc, pour le mouvement pacifique. Ok? Ensuite, la France également a fait pareil. Toujours pour la France. La France a fait pareil en Afrique noire, donc comme en AOF et à EF. Donc AOF lisait donc Afrique occidentale française. En Afrique occidentale française, comme le Sénégal, le Soudan français qui est devenu le Mali, le Dahomey qui est devenu donc là le Bénin, le Togo, la Haute-Volta qui est devenue aujourd'hui le Burkina Faso, etc. Donc ces pays forment les colonies françaises de l'Afrique occidentale française et les colonies de l'AF, Afrique équatoriale française, comme le Gabon, Centrafrique, Tchad, Congo, Brazzaville, Cameroun, etc. Donc c'est dans ces pays de l'AF, la France également a adopté la stratégie de l'anticipation. Parce que dès 1944, avec la conférence de Brazzaville, la France avait supprimé, donc avait envisagé de supprimer l'indigénat. Parce que je vous ai dit que, bon, j'ai effacé la partie là, donc concernant un des aspects de la colonisation, c'était le régime de l'indigénat. C'est-à-dire, certaines populations n'avaient pas un certain nombre de droits. Mais la France va supprimer ce régime de l'indigénat. Donc, va l'envisager à la conférence de Brazzaville, mais va être effectivement supprimé en 1946. Le régime de l'indigénat va être supprimé en 1946 à la faveur de la loi Lamine Gueye, qui était le député du Sénégal à l'Assemblée nationale française, qui avait proposé cette loi où il n'y avait plus de citoyens et des indigènes, mais tout le monde allait accéder à la citoyenneté. Donc, en faveur de la loi Lamine Gueye. Donc, vous voyez, la France fait d'abord des concessions. Donc, ici, donc, tous après la Seconde Guerre mondiale. Donc, dans ces colonies d'Afrique noire, d'Afrique occidentale et d'Afrique équatoriale. Ça, c'est un. La France également va initier, l'Union française. L'Union française. Donc la France ne va plus appeler ces colonies-là des colonies, des territoires d'outre-mer et autres, mais il va dire que la France et les pays qui sont sous la domination française forment un seul pays. Donc c'est l'Union française. Il n'y a pas de colonies d'outre-mer. Donc on les appelait des territoires d'outre-mer. Non, il n'y a pas plus de territoires d'outre-mer. Maintenant, on va parler de l'Union française. Et en 1956 également, toujours dans cette même optique, la France va initier la loi cadre. La loi cadre de Gaston Defferre, ministère des colonies, c'est pratiquement une statut de semi-indépendance. Hein? Vous voyez? Donc, il y a une stratégie d'anticipation. Et les élites de ces pays-là également étaient des élites qui étaient disposées à négocier avec la France. Ah, donc, c'est le cas de Senghor. Au Sénégal, c'est le cas de Houphouët.
Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, hein, etc. Donc ces élites étaient donc favorables, donc étaient ouverts à un dialogue avec la métropole. Ce qui fait qu'il y a donc la forme de décolonisation ici, c'est une forme de décolonisation pacifique, parce que les conditions d'une décolonisation pacifique ont été réunies. Donc on a une attitude d'anticipation de la puissance coloniale. Donc la France dès 1946 avec des réformes, la Grande-Bretagne dès 1947 avec l'indépendance de l'Inde. Il y avait également une attitude des populations colonisées ouvertes au dialogue. Hein? C'est ce que ces élites-là sont ouvertes au dialogue et c'est ce qu'ils ont fait avec la métropole. Il y a eu également, donc, le poids de la colonie et ces puissances ont adopté cette attitude pour continuer à conserver leur domination. Voilà. C'est pour ça que ces formes de décolonisation, qu'on a parlé de décolonisation pacifique, donc c'est une décolonisation réussie. La décolonisation pacifique est une décolonisation réussie. Réussie pour la métropole, hein, encore une fois, réussie pour la métropole. Pourquoi c'est une décolonisation réussie? Parce que avec cette forme de décolonisation pacifique, la puissance coloniale a accordé l'indépendance à ces anciennes colonies, tout en continuant à garder ses privilèges. La Grande-Bretagne va mettre en place une structure, le Commonwealth. Donc, le Commonwealth est une structure qui regroupe la Grande-Bretagne et ses anciennes colonies d'Afrique et d'Asie. En quelque sorte, donc, ils vont continuer à être sous la tutelle de la Grande-Bretagne. Donc l'indépendance, ce n'est que sur le papier pratiquement. Mais dans les colonies françaises de l'AOF et de l'AEF, ce sera pire. Donc la France va accorder l'indépendance sur le papier à ses anciennes colonies, du Sénégal, du Mali, du Burkina, du Tchad et autres. Mais la France va continuer à garder la primauté de la monnaie. Donc la France va conserver la zone CFA. C'est-à-dire, bien vrai que ces pays, au nombre de 14, ont accédé à l'indépendance, mais c'est la France qui va continuer à fabriquer la monnaie de ces pays. Donc vous voyez, c'est une ruse. Donc c'est une décolonisation réussie. La France a réussi à garder la monnaie, donc à garder le monopole de la fabrication de la monnaie. Et jusqu'à ce matin, jusqu'au moment où vous commencez le cours, la monnaie donc, de ces pays-là, de ces 14 pays, est toujours fabriquée en France. Malgré qu'on est indépendant théoriquement depuis 1960, mais la France continue à fabriquer donc, là, notre CFA. Donc on avait parlé il y a quelques mois donc, là, d'une mise en place de l'éco et autres. Et même pour l'éco, c'est la France qui essaie de ruser donc, pour continuer à garder toujours le monopole. Donc, la France fabrique la monnaie, la France garantit la monnaie et la convertibilité de la monnaie est arrimée à la monnaie française, à l'ancienne monnaie française, c'était le franc français. Mais aujourd'hui, la France est insérée dans une union monétaire qu'on appelle l'euro. Maintenant, la convertibilité, c'est dans l'euro. Donc, vous voyez, ça, c'est les subtilités de la décolonisation pacifique. Ils continuent à garder donc, la primauté de la monnaie. Mais ce n'est pas tout. Avec la France, ce n'est pas tout. Mais ils ont mis en place un instrument qu'on appelle la francophonie. La francophonie est un instrument de domination culturelle française parce que c'est un instrument où on préserve la langue française. Et il y a un auteur français qui disait que qui parle ma langue épouse ma culture. Bon, j'ai oublié qui est, mais qui parle ma langue épouse ma culture. Donc ici, on a la francophonie qui est une union qui relie la France à ses anciennes colonies. Le franc CFA est également une union qui relie, une union monétaire qui relie la France à ses anciennes colonies. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de décolonisation réussie. Parce que la métropole a réussi à quitter théoriquement, mais a donc pu, à travers des subterfuges, à travers
donc là des stratégies à se conserver. Parce que qui contrôle l'économie, qui contrôle la culture, donc parce que le français c'est notre langue d'enseignement, donc je vous parle en français, nous faisons le cours en français, donc elle est notre langue dite officielle. Vous voyez, elle est la langue d'enseignement, elle est la langue officielle. Le franc CFA, donc c'est notre monnaie d'échange. Donc vous voyez que pratiquement, donc on n'a pas pu couper le cordon ombilical donc vis-à-vis de la colonisation. C'est pour ça que c'était un groupe de nouveaux leaders parlent, comment dire, donc les nouveaux leaders parlent donc là d'une seconde indépendance, parce que tant que ce lien ne sera pas coupé, donc on ne va pas parler d'indépendance. Cheikh Anta Diop disait qu'il n'y a aucun pays développé au monde où les enfants apprennent avec des langues étrangères. Et nous, donc nous avons appris avec des langues étrangères et nous enseignons avec des langues étrangères. Donc pour accéder à l'indépendance, donc accéder à la seconde indépendance, il faut cette rupture. Donc vous voyez, ça c'est la première forme de décolonisation qui est dite pacifique. Voilà. Et on note cette forme de décolonisation, on le note dans les colonies britanniques, mais également dans certaines colonies françaises. J'ai dit bien dans certaines colonies françaises, pas dans toutes les colonies françaises, dans certaines colonies françaises. Ok. Donc, nous avons dit décolonisation dite pacifique, d'autres disent une décolonisation décolonisation violente. La décolonisation violente. Donc une décolonisation, elle est dite violente quand il y a un conflit ouvert entre la métropole et la colonie. Et naturellement, comme nous l'avons expliqué pour la forme pacifique, pour la forme violente également, pareil. Donc pour une forme violente, ça dépend également de l'attitude. Donc là, du colonisateur, de l'entêtement du colonisateur, entêtement de la puissance coloniale. Entêtement de la puissance coloniale. Le fait que la puissance coloniale veut rester à tout prix dans sa colonie. Donc, entêtement, nous avons dit ici, l'attitude pacifique est liée à la démarche d'anticipation, l'attitude du colonisateur à vouloir quitter, donc avoir une démarche d'anticipation. Mais ici, c'est lié surtout à l'entêtement de la puissance coloniale qui veut à tout prix rester. Ok. L'autre élément, c'est également l'importance de la colonie, l'importance stratégique de la colonie. Le troisième élément, c'est qu'il y a une élite. Une élite qui réclame l'indépendance immédiate. Une élite qui réclame l'indépendance immédiate et sans concession. Immédiate et sans concession. Donc, si ces trois éléments sont réunis, eh bien, naturellement, nous sommes pratiquement en face d'une décolonisation violente. Et on a retrouvé naturellement ces éléments dans certaines colonies françaises, mais également, surtout dans les colonies portugaises. Donc c'est dans les colonies françaises, dans certaines colonies françaises et certaines colonies portugaises qu'on a retrouvé, donc là c'est différents éléments. D'abord, les colonies françaises, certaines colonies françaises, pas toutes. Certaines colonies françaises, parce que je vous ai dit, dans certaines colonies françaises de l'Afrique occidentale française ou bien de l'Afrique équatoriale française, eux ils ont eu une décolonisation pacifique parce que la France a eu une démarche d'anticipation en mettant un certain nombre
de cadre en place là, lors de la conférence de Brazzaville. Donc, comment dire, la loi Lamine Gueye, qui est l'extension de la citoyenneté, la mise en place de l'Union française, la loi cadre et même la communauté française en 1958. J'en ai pas parlé. Mais tout ça, ceci fait partie donc là de l'arsenal que la France a mis en place pour mieux amadouer donc là, ces colonies de l'Afrique noire occidentale et de l'Afrique noire équatoriale. Mais dans d'autres colonies, la France a voulu donc rester. C'est le cas de l'Algérie. Parmi toutes les colonies françaises, l'Algérie était la colonie préférée de la France. Pour plusieurs raisons. Pour sa proximité géographique avec la France, parce que l'Algérie et la France ne sont séparés que par la mer Méditerranée. Et le même climat qu'on a au sud de la France, à Marseille, à Nice, etc., c'est ce même climat qu'on trouve en Algérie. Ce qui fait que les Français étaient trop nombreux en Algérie. Donc ils constituaient même 10% de la population algérienne. 10% de la population algérienne était d'origine française, qu'on appelait donc là les Français d'Algérie ou bien les pieds noirs. Donc vous voyez, l'Algérie était une colonie extrêmement importante. Et pour montrer même l'importance de l'Algérie, l'Algérie n'était pas comme les autres colonies ici de l'AOF. Les colonies de l'AOF étaient ce qu'on appelle des tombes, des territoires d'outre-mer. Les tombes, territoires d'outre-mer. Ou bien l'Algérie était différente du Maroc, qui était une colonie, enfin, Maroc, et la Tunisie, qui était des colonies françaises. Le Maroc et la Tunisie étaient des protectorats. Des protectorats, c'est-à-dire des semi-colonies, protectorats. Maroc-Tunisie étaient des protectorats. Les colonies d'Afrique étaient des tombes. Mais l'Algérie était un dôme. L'Algérie était un dôme de la France. Hein? Dôme, quand on traduit ça en Wolof, ça veut dire fils. Hein? Donc, mais bon, c'est pas ça. Département d'outre-mer. L'Algérie était un territoire, était considéré comme un territoire de la France, un département d'outre-mer qui dépendait du ministère de l'Intérieur. Donc, l'Algérie était administrée par le ministère de l'Intérieur français. Le ministère de l'Intérieur. Différent, hein, donc là, de Maroc et de la Tunisie qui étaient donc là des protectorats qui étaient administrés par le ministère des Affaires étrangères, ou bien de l'AEF et je n'ai pas cité l'autre, la Fédération française de l'Est qui regroupait le Madagascar, les Comores, comment dire, Zanzibar et tout ça. Donc qui était donc là administré par le ministère des colonies. Donc vous voyez, ministère des colonies, ministère des Affaires étrangères, mais l'Algérie était dirigée par, donc l'Algérie était donc, sous la coupole du ministère de l'Intérieur français. Donc c'était un territoire très important pour la France. C'est pour ça que je dis l'importance stratégique de la France. Et l'Algérie était une colonie de peuplement. Colonie de peuplement. L'Algérie était une colonie de peuplement. Donc la France ne voulait pas quitter l'Algérie, n'était pas prête à quitter l'Algérie parce qu'une partie de sa population y résidait. Je veux dire 10% des Français recensés. Donc sur les 10 millions d'Algériens, il y a eu 1 million de pieds noirs et 9 millions de musulmans. Les musulmans, c'était les Algériens de Sousse. Donc vous voyez, donc, il y a une importance stratégique donc là, de cette colonie. Ce qui fait que la France, après la Seconde Guerre mondiale, et après que la France ait accordé l'indépendance au Maroc et à la Tunisie en 1955, la France va refuser cela à l'Algérie. L'Algérie ne va pas accéder à l'indépendance parce que la France considère l'Algérie comme étant donc, une partie de son territoire. Et face à cet endettement français, les Algériens naturellement vont déclencher à travers donc, un mouvement, comment dirais-je, radical. Donc ils vont déclencher un mouvement d'indépendance avec le FLN, Front de Libération Nationale. Le Front de Libération Nationale donc, algérien va réclamer l'indépendance de l'Algérie au même titre que les autres colonies françaises. Et surtout, leur action sera donc boostée par
territoire. C'est que naturellement, donc, les jeunes Chinois n'ont pas voulu accepter. Pourquoi la France a voulu donc, récupérer l'Indochine? Parce que l'Indochine était la seule colonie française d'Asie. L'Indochine était la seule colonie française d'Asie. Donc, pour continuer à garder sa prédominance donc, en Asie, il fallait que la France puisse garder sa colonie, donc l'Indochine. Et n'oubliez pas que dans le contexte de la guerre froide, où les États-Unis et l'URSS dominaient le monde, posséder une colonie, donc là c'était un prestige. Le fait qu'un pays puisse avoir des colonies, c'était un prestige. Et le fait de perdre ces colonies était une deuxième défaite. Donc ça allait être considéré comme une deuxième défaite après celle de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, pour continuer à garder donc, sa prééminence, la France va vouloir retourner en Indochine, ce que les Indochinois ne vont pas accepter, parce qu'il y avait une élite également, donc dirigée par Ho Chi Minh, le Viet Minh, donc qui avait voulu donc l'indépendance donc sans concession immédiate. Et donc les ingrédients étaient faits pour que la France puisse donc entrer en guerre en Indochine avec les jeunes Chinois, et la France va connaître donc, une défaite en 1954, la bataille de Dien Bien Phu, où la France sera vaincue. Et cette bataille de Dien Bien Phu sera le déclenchement donc, là, de la guerre d'Algérie, où également la France va quitter en 1962. La France va quitter donc, tous ces deux territoires, mais beaucoup plus tardivement, parce que l'Algérie est indépendante en 1962, alors que la plupart des colonies françaises d'Afrique noire sont indépendantes en 1960. Ok. L'Indochine va devenir indépendante en 1954, alors que la plupart des colonies d'Asie sont indépendantes dès 1947, comme c'est le cas de l'Inde. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus tardivement. Donc, ceci était lié à l'entêtement de la puissance coloniale. Ok. En plus de la France, qui a connu des mouvements de guerre d'indépendance, il y a une autre puissance, c'est le Portugal. Comme la France, le Portugal s'est entêté à vouloir rester dans ses colonies. Parce que, contrairement aux autres colonies, le Portugal était une puissance pauvre. Une puissance pauvre. Et jusqu'à présent, le Portugal fait partie des pays européens les plus pauvres. Hein. Donc, le Portugal était une puissance pauvre qui avait voulu se relancer à partir de ses colonies, surtout de ses colonies extrêmement riches. Donc, certaines colonies portugaises étaient extrêmement riches, comme l'Angola. L'Angola était une colonie très riche. N'est-ce pas? La Guinée-Bissau, qui était colonie agricole, Guinée-Bissau, mais également la Mozambique. Donc le Portugal, qui était dirigé après la Seconde Guerre mondiale par un régime dictatorial de Salazar, donc va vouloir se maintenir dans ces colonies africaines naturellement pour se relancer, parce que c'était une puissance pauvre qui voulait compter sur ces colonies pour aller de l'avant. Et naturellement, dans ces pays, il y aura une existence d'une élite qui va aller réclamer l'indépendance immédiate, parce que le Portugal s'était entêté. Donc la majorité des pays africains étaient indépendants depuis 1960, et donc on verra que les colonies portugaises ne seront indépendantes qu'à partir de 1975. Donc vous voyez, 15 ans après. Donc c'est pour ça que dans toutes les colonies portugaises, il y a eu des mouvements d'indépendance qui se sont déclenchés. En Guinée-Bissau, on a eu le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, dirigé par Amilcar Cabral. Donc en Angola, on a eu plusieurs mouvements. Donc on a le MPLA, Mouvement
pour la libération de l'Angola, on a le FNLA, le Front National pour la libération de l'Angola, on a l'UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA. Donc, vous voyez, et il y a d'autres, donc Augustino Neto, etc. Donc, ils vont mettre tous ces mouvements-là, donc essaimer, donc à partir des années 60, aidés naturellement par certaines puissances communistes pour pouvoir combattre donc, la colonisation portugaise. Donc, et contrairement ici à la décolonisation pacifique, ce type de décolonisation est dit décolonisation ratée. C'est une décolonisation ratée. Une décolonisation ratée dans le sens où, après l'indépendance, pratiquement, il y a une rupture entre la puissance coloniale et la métropole. Et parfois même, donc on a noté même une partition. On a même noté une partition, une rupture. Par exemple, pour le cas de la Guinée-Bissau, il y a eu une division du pays. Une division. Donc, après l'indépendance, il y a une division du pays. Donc, parce que la Guinée-Bissau, maintenant, donc on va noter deux pays, Guinée-Bissau, donc qui est la partie continentale, mais la partie insulaire, le Guinée-Bissau et Cap-Vert. C'était un même pays, mais donc c'est grâce à cause de la rupture, donc où le Cap-Vert était habité par beaucoup plus d'assimilados. Assimilados, c'est-à-dire des populations un peu métissées, donc un peu plus colorées, parce que la colonisation portugaise était basée surtout sur une colonisation donc là, de sang. Donc ils se mélangeaient avec les populations locales. C'est que vous voyez que si vous voyez la population capverdienne, la population angolaise, etc., donc ils sont beaucoup plus foncés. Parce que les Portugais donc, se mariaient avec les autochtones pour pouvoir créer donc, là, un lien de sang entre la métropole et la colonie. Donc, ce qui fait que les populations capverdiennes sont beaucoup plus métissées. Les populations angolaises, mozambicaines également sont très métissées. Parce que c'était l'option du Portugal. Donc vous voyez, l'autre élément, donc vous voyez, c'est la division donc, là, de ces pays. C'est également des guerres, comme par exemple dans le cas du Vietnam. Après le retrait français de 1954, les Américains vont soutenir le Vietnam du Sud. On va participer, donc on va assister à la guerre du Vietnam, qui est une des guerres les plus meurtrières pour l'armée américaine. Donc ici, on parle de décolonisation ratée pour la colonie, parce qu'il y a une rupture, généralement une rupture avec l'ancienne, donc entre la métropole et la colonie. Mais ici, dans le cadre de décolonisation passive, on parle de décolonisation réussie, parce que généralement, il y a une continuité donc là, de la colonisation entre la métropole et la colonie. Donc vous voyez, mesdames et messieurs, donc le cours sur la décolonisation, c'est un cours essentiel, parce que pratiquement c'est le deuxième chapitre donc, du programme d'histoire de la classe de terminale, mais en troisième aussi, on le voit, mais surtout pour le programme d'histoire de la classe de terminale, donc elle voit, donc ces leçons-là vont de la leçon 4, comme je l'ai énuméré, L4, à la leçon 9. La leçon 9 même est scindée en trois parties, 9.1, 9.2 ou 9.3. Donc 9.1 c'est la décolonisation en Gold Coast, 9.2 c'est la décolonisation au Sénégal, ou 9.3 c'est la décolonisation dans les colonies portugaises. Mais tout ceci, ce ne sont que des exemples. Hein, parce que si on connaît maintenant les causes de la décolonisation, on connaît les formes de décolonisation, maintenant le reste, donc ce ne sont que des exemples. Par exemple, la leçon numéro 6, on voit la décolonisation en Inde et en Indochine. Donc si on voit la décolonisation en Inde, c'est une forme de décolonisation pacifique. Voilà les règles qui sont appliquées pour une décolonisation pacifique. Et pour l'Indochine, c'est une décolonisation violente. Donc pour le cas, j'ai mis ça entre guillemets, pour le cas de la Palestine,
c'est un autre cas, parce que c'est la leçon numéro 7, c'est pour ça qu'on parle des questions palestiniennes. Mais pour la leçon numéro 8, l'Algérie, c'est une décolonisation également violente. Pour la leçon numéro 9.1, en Gold Coast, c'est une décolonisation pacifique. 9.2, la leçon de la décolonisation au Sénégal, c'est une décolonisation pacifique. Et 9.3, la décolonisation dans les colonies portugaises, c'est une décolonisation naturellement violente. Donc les formes violentes pacifiques, donc dès qu'on connaît donc les règles, ça peut s'appliquer sur les autres. Les autres ne sont que des exemples. Les autres ne sont que des exemples. Voilà l'essentiel du cours, l'essentiel qu'il va falloir retenir. Donc, chers élèves, nous vous invitons à vous exercer davantage, donc, parce que la décolonisation, pratiquement, comme c'est c'est un chapitre assez central, les sujets donc, sont un peu fréquents donc, sur ce chapitre-là, n'est-ce pas? Donc, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois et nous avons espéré que voilà, le cours vous a plu. Et si vous avez éventuellement des questions donc, sur la plateforme PrépaBac, donc RV 2020, vous pouvez naturellement... PrépaBac 2020 vous est offert par la République des valeurs.